serai grand, je voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je reviens. Étudiant, poil aux dents, étudiant, poil aux dents, étudiant. Ouais, étudiant, poil aux dents, étudiant, poil aux dents. Oui, c'était le bon temps, hein. Où on criait il y a 50 ans, hein. C'était CRSSS, étudiant, dian, hein. Bon, c'était mai 68 et les suites. Et puis aujourd'hui, non. Ça va beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Il y a un étudiant en droit de l'université Lyon 3 qui s'est défenestré du 4e étage de sa résidence universitaire à Villeurbanne dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Pronostic vital engagé. Alors le rectorat de Lyon le dit, et Éric Carpano a envoyé un mail, le président de l'université de Lyon. Il rappelle que effectivement, la fermeture des universités, les cours à distance, l'arrêt des activités sportives, culturelles et festives ont favorisé l'isolement et la détresse psychologique. La situation économique a précipité les plus fragiles dans la précarité. Un drame humain se joue que nous ne devons pas occulter. Et effectivement, pas question d'occulter les suites de cette crise économique, de cette forêt de la crise économique qui s'annonce derrière l'arbre touffu de la Covid. Alors, selon la Fédération hospitalière de France, je donne quelques chiffres, hein. 22% des étudiants se trouvent dans une détresse profonde. 11% sont même sujets à des idées suicidaires. Depuis 3 semaines, Santé publique France fait état d'une hausse continue des états dépressifs chez les jeunes de 18 à 24 ans. 50% des étudiants ont souffert de solitude pendant le premier confinement. 69% des étudiants ont suivi des cours et des réunions de travail par visioconférence, mais seuls 39% étaient satisfaits, etc., etc., etc. Et c'est vrai que c'est dur. Et c'est vrai que c'est dur quand on est dans une chambre à 10 mètres carrés ou à 12 mètres carrés, et c'est vrai que c'est dur quand on ne voit pas les gens, et c'est vrai que tout ça n'est vraiment pas jouissif et n'est vraiment pas réjouissant. Et puis hier, une lettre écrite par des étudiants qui se mettent dans le hashtag étudiant fantôme. Étudiant fantôme, c'est quoi? Pourquoi étudiants fantômes? Parce qu'ils estiment effectivement qu'on les traite comme une variable d'ajustement, qu'ils n'existent pas, qu'ils sont traités comme on dit. Voilà. Il dit, on nous a demandé de respecter les normes, on l'a fait. On nous a demandé de venir qu'une semaine sur 2 pour respecter un format hybride, nous l'avons fait. On nous a demandé de nous confiner, nous l'avons fait. On nous a demandé d'étudier à distance, nous l'avons fait. Et je ne lis pas toute la lettre, mais il faut la lire sur leur site. Bien à vous, les oubliés, les sacrifiés, les survivants. Et ils disent les qualités n'est pas l'équité. Alors, on va les entendre, ces étudiants fantômes. Nous avons avec nous Yasmine Boubakri. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes étudiante en première année de Sciences Po à Montpellier, et vous avez créé, avec d'autres, ce hashtag étudiant fantôme. Et vous dites quoi? Pourquoi fantôme? Alors en fait, l'idée de base, c'est qu'on a commencé à discuter sur le fait qu'on avait la volonté de faire entendre notre voix. L'ensemble des étudiants se sont vraiment sentis infantilisés suite aux propos de Frédéric Vidal. Et en fait, il y avait depuis le début de l'année universitaire pour nous, parce qu'on est des premières années, et les autres depuis même mars, le sentiment d'être oubliés et d'être délaissés. Du coup, l'idée, c'était de créer un hashtag vraiment qui montre cette idée de transparence, cette idée qu'on a l'impression qu'on ne nous écoute pas, qu'on nous oublie en fait. Ouais, que vous n'existez pas, quoi, en fait, quoi, c'est ça. C'est ça. Et alors, justement, et avec vous, il y a Ryan Kennedy. Bonjour Ryan Kennedy. Bonjour. Vous êtes étudiant aussi en sciences politiques à Montpellier. Alors, ça veut dire quoi? Parce que effectivement, on pourrait vous répondre, oui, mais attendez, tout le monde est dans le même cas. Regardez les restaurateurs, les petits commerçants, tous ceux qui ne peuvent rien faire. Enfin, la France est dans le même cas, mais il y a la Covid, et qu'est-ce que vous voulez? Il faut se plier à une discipline, etc. Et vous répondez quoi quand on vous dit, oui, mais écoutez, voilà, vous êtes dans le même cas que tout le monde. Bon, on essaie de voir ce qu'on peut faire, mais on peut pas faire l'impossible. Écoutez, en fait, on a bien conscience que c'est difficile pour tout le monde et que tout le monde a des sacrifices à faire. Mais c'est justement dans des temps comme ça qu'on a besoin d'un gouvernement qui prenne des décisions rationnelles, logiques. D'un gouvernement sur lequel on peut compter, auquel on peut avoir confiance. Ouais. On n'a pas des décisions logiques du tout. On est rentré à la fac en début octobre. On a eu un système de semi-présentiel, en semaine hybride qui fonctionnait très bien. Nous, dans notre campus, il n'y avait pas de cluster, on n'avait pas de 20 de cas, tout s'était super bien organisé. Ouais. On avait des caméras dans les amphis qui étaient installées, on avait une retransmission. Ça allait très bien et forcément, on s'est confinés, on a dû jouer le jeu parce qu'on ne pouvait pas garder notre université ouverte, c'est toute la France fermée. Et on attend la réouverture, tout se passait très bien et on ne comprend pas
on n'a pas de décision logique si les lycées ouvrent, alors que les lycées n'ont pas forcément les moyens d'assurer un protocole sanitaire, à part ouvrir des fenêtres, alors que des facultés qui ont investi dans des caméras et qui ont des grands amphis où c'est totalement possible d'aller en cours. Oui, et de faire les gestes barrières, quoi, c'est ça, oui. Exactement, il n'y a aucune logique là-dedans et c'est ça qui nous frustre énormément. Oui. Et Yasmine Boubakri, vous dites, vous êtes étudiante de première année, je l'ai rappelé. En fait, on a l'impression quoi? Que les étudiants, on se dit, bon, ceux-là, on va s'en occuper, mais un peu après les autres. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de logique dans l'ouverture ou la fermeture. C'est un peu ça que vous dites. Oui, en fait, c'est ça. C'est que c'est déjà le fait de ne pas être cité dans les mesures à venir, dans le mois et dans les mois qui vont suivre. C'est déjà vraiment significatif. Ensuite, Frédérique Vidal, elle nous passe, enfin, elle nous fait passer juste une pensée envers nous. Oui. Et ensuite, elle nous infantilise alors qu'on est tous des adultes. On est 1,6 million d'étudiants en France. Au bout d'un moment, on a le ras-le-bol d'être moins mentionné que les stations de ski. On a le ras-le-bol d'être oublié. C'est vraiment ça l'idée, en fait. On se sent ignoré depuis le début. Et alors, Ryan et Yasmine, je vous pose la question à tous les deux. En fait, vous avez autour de vous, vous savez, j'ai parlé de ces chiffres, un peu de solitude, un peu détresse, un peu sentiment d'être abandonné, un peu, voilà, une espèce de blues, mais beaucoup plus que du blues, quelque chose, une souffrance, quoi. On ne sait pas un peu où on en est. Est-ce que vous sentez ça et autour de vous, on sent ça aussi? Ryan. Yes. Alors moi personnellement, je sais que j'arrive à m'en sortir parce que j'ai des ressources mentales et je sais que je peux le faire. Mais ça m'empêche pas d'avoir conscience que tout autour de moi, c'est n'importe quoi. Et tous les jours, j'ai des messages, je vois des choses circuler d'étudiants qui n'en peuvent plus. J'ai un groupe d'amis où chaque semaine, il y a au moins une amie qui nous menace de décrocher et qu'on est obligé de rassurer parce que ça va plus du tout. En fait, de décrocher, vous voulez dire de tout quitter, de tout abandonner, c'est ça? De tout quitter, de tout abandonner, pas parce que la matière n'est pas intéressante, mais parce que c'est dur de rester accroché, réellement. En fait, on est vraiment fatigué. Et je pense que la plus grande conséquence et qui n'aide pas du tout, c'est l'isolement. Il n'y a personne, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et les cours. Les cours viennent nous envahir directement dans notre cadre d'intimité et c'est super anxiogène. Donc ça décuple notre stress et il n'y a aucune façon de le consoler parce qu'on ne peut pas sortir, avoir une hygiène de vie saine en allant à la fac tous les jours. Et c'est vraiment destructeur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire vous êtes dans votre petite alvéole, dans votre petite niche, comme tous ici, et puis au bout d'un moment, c'est insupportable, quoi. C'est ça, Yasmine. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. On est un peu pris dans une sorte de routine infernale. On n'a vraiment pas de contact humain. C'est vraiment, on se réveille, on se connecte à notre ordinateur, on travaille, on se rendort. En fait, on n'a pas l'impression d'être étudiant, ni réellement de vivre. Ça fait maintenant 2 mois qu'on est enfermé. Et en fait, le problème, c'est pas forcément le distanciel. Déjà, c'est très difficile, mais on le subit. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'avancée. On n'a pas de retour. On n'a pas de gens qui parlent de nous. On se sent vraiment mis de côté, comme si tout allait bien et on ne nous donne pas la voix. Ben, c'est bien pour ça qu'on vous la donne et c'est bien pour ça qu'il faut en parler. Justement, on en parle aussi avec Ali Natila Vidamou. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes psychologue clinicienne, merci d'être avec nous. Et vous êtes spécialisée dans le domaine de l'enfance, de l'adolescence, et vous êtes l'auteur de La charge mentale des enfants aux éditions Larousse avec Alexis Leviel-Delcourt. En fait, on sent ça partout, les étudiants fantômes viennent de le dire, mais ça fait quand même des semaines et des mois qu'on sent que quelque chose se passe d'assez tragique, d'assez disruptif au niveau de la jeunesse étudiante. Comment vous analysez ça ? Alors effectivement, oui, au niveau des jeunes ou des adolescents, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se joue, puisqu'il y a quelque chose d'intensif au niveau de la souffrance psychologique. Il y a eu une forme d'adaptation aux consignes, aux mesures hygiénistes, etc. Et il y a une difficulté de projection, ce qui amène beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress et aussi des symptômes dépressifs. Donc là, concrètement, il y a une vraie souffrance de la santé mentale chez les jeunes, qui aussi, effectivement, avec l'importance des groupes de pairs, d'être dans des liens sociaux et aussi de s'engager dans des études avec cette projection de trouver un stage, de créer une vie étudiante qu'ils n'ont pas. Donc ça génère effectivement beaucoup de frustration aussi et d'incompréhension que les deux étudiants ont mis en avant justement. Et justement, puisque vous avez sûrement dans votre pratique cela, Ali Natila-Vidamou, je voudrais savoir quand Yasmine Boubakri et Ryan Kennedy disent « on nous infantilise ». Frédérique Vidal, la ministre, etc., on nous infantilise. Ça veut dire quoi ? Enfin, je veux dire, c'est quoi cette infantilisation, telle qu'elle est ressentie, évidemment,
légitimement? Alors effectivement, ça c'est un retour de beaucoup de jeunes et d'étudiants sur le terme d'infantiliser. On nous prend pour des gamins, on ne nous considère pas, on pense qu'on ne peut pas respecter des normes, des règles. L'infantilisation, alors pour les étudiants, effectivement, ce sont des jeunes adultes. C'est de ne pas reconnaître ce caractère de jeune adulte qui est capable d'avoir des responsabilités, de prendre conscience aussi de lui-même et aussi des autres. Donc, Oui, de ses droits, de ses devoirs. Oui. Voilà, c'est comme si on leur enlevait cette capacité aussi d'empathie sociale et qu'on leur enlevait quelque chose aussi au niveau de l'intellectualisation de ce qui se joue au niveau de la crise sanitaire. Et ça, c'est intolérable pour la plupart des jeunes. Il y a quelque chose, limite, souvent moi dans les échanges que je peux avoir, c'est... limite, on accorde plus de crédit aux enfants et nous, on nous enlève un petit peu cette capacité de prendre du recul, de la distance avec ce qu'on vit. Et c'est comme si on n'avait pas le droit de se plaindre et qu'on n'avait pas le droit de réagir aussi. D'accord. Alors justement, juste un mot, Yasmine et Ryan, lequel veut prendre la parole. Vous, aujourd'hui, ce que vous demandez précisément par rapport à l'état de fait, ce qu'on vous dit, qu'est-ce que vous voudriez qu'on change compte tenu de, on est encore dans la Covid, mais sans tomber ni dans l'hystérie, ni dans le fantasme, de part et d'autre, qu'est-ce que vous voudriez qu'on change tout de suite et qu'on pourrait faire tout de suite, en tout cas très vite? En fait, Ryan, si ça te va, en fait, avec le hashtag, il y a pas mal de gens qui l'ont mal interprété et qui ont cru qu'on demandait forcément un retour au présentiel. Or, ce n'est pas vraiment ce qu'on demande. Nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement nous intègre dans les discussions, dans les discours, qu'ils se posent, qu'ils essaient de trouver une solution, qu'ils en parlent surtout avec les directeurs des facultés, et je pense à mes professeurs et à mon doyen qui sont aussi très touchés, parce que ce n'est pas que les étudiants, eux aussi sont enfermés, eux aussi sont pris dans cette... Donc, et qu'ils en parlent aussi avec vous, pas seulement avec les recteurs et avec le... C'est ça. En fait, on est très unis. On est très unis entre professeurs, avec le doyen. On est tous vraiment d'accord sur le fait que le système qu'on avait de semi-présentiel, il fonctionnait très bien. Et la seule chose qui nous barre maintenant la route, c'est le gouvernement. On a déjà essayé de prendre contact avec des journalistes, on a déjà fait ce qu'on pouvait. Les professeurs, ils s'acharnent vraiment, ils en ont marre, ils sont comme nous. Et il n'y a rien, on n'a pas le retour, on n'a rien du tout. Et c'est vraiment super frustrant. Ouais. C'est une urgence là. Je ne sais pas combien d'étudiants vont devoir se suicider pour qu'on commence à en parler. Ouais. C'est un problème d'ailleurs qui touche tout le monde. Alors, Aline Nativelle et Inamou, ça c'est un vrai problème, parce que le problème qu'on ressent partout, on reçoit, et on est très heureux de recevoir les étudiants fantômes, et vous-même, on reçoit des restaurateurs, on reçoit beaucoup de gens qui veulent ouvrir, etc. Ce qui frappe partout, c'est l'absence de visibilité. C'est-à-dire, ils disent, oui, d'accord, mais on ne sait pas quand on ouvre, quand on rouvre, on ne sait pas, on ne sait rien. On va voir en fonction, effectivement, des hospitalisations, etc. Est-ce que ce n'est pas justement ce manque absolu de visibilité, je ne dis pas de transparence, mais aussi, qui fait qu'on angoisse, quoi? Oui, tout à fait. On n'a pas la capacité de se projeter, ne serait-ce que sur 15 jours ou un mois. Quelquefois, c'est vraiment très restrictif, très réducteur. Et quand on est jeune, on a aussi besoin de voir l'avenir, d'avoir des projets, de s'identifier aussi à des projets de vie. Alors même pour les adultes, les enfants aussi, mais en tant que jeune, c'est aussi constitutif de sa personnalité. Je veux dire, s'engager dans des études, trouver un stage, trouver un job étudiant, ça amène aussi l'autonomie, la responsabilisation, et c'est quelque chose qui est freiné. Alors effectivement, la Covid-19 nous empêche concrètement d'être dans la projection, et ça c'est extrêmement angoissant pour l'être humain de ne pas pouvoir se projeter. Et c'est surtout les incertitudes que ça amène, parce qu'il y a quelque chose de très mouvant, c'est-à-dire qu'on peut nous dire quelque chose une semaine, et la semaine suivante, il va y avoir une nouvelle information. En fait, c'est vraiment, la Covid-19 a vraiment bousculé nos certitudes sur aussi notre impact sur la société, la planète en elle-même. Et ça amène effectivement cette réduction de toute puissance aussi qu'on pouvait avoir quelquefois, à dire qu'on peut tout maîtriser, tout contrôler. Et justement, ça amène beaucoup d'effroi chez quelques-uns, voire même du désespoir. Et c'est très compliqué. Oui, et entre tout maîtriser et tout contrôler, c'est vrai qu'on sait qu'on ne peut pas le faire, mais entre ne rien maîtriser et ne rien contrôler, c'est là où est le problème. C'est ça. Ouais, c'est ça. Restez avec nous, après une petite pause, on se retrouve dans quelques minutes. Oui, et n'oubliez pas, chers amis qui nous écoutez, que vous pouvez vous aussi réagir. D'ailleurs, surtout si vous êtes étudiant, si vous êtes dans le monde de l'éducation, on vous attend vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite. Dans tous mes états, mais pas seulement moi. Amélie de Montchalin, Perle Huet, Christophe Bourseillet et l'ultra-gauche. Mais auparavant, on retrouve nos interlocuteurs
Yasmine Boubakri, Ryan Kennedy et Halim Nativ El Amou. Et justement, je voudrais vous demander, en fait, vous avez dit, on est solidaire avec nos professeurs, etc., etc. Mais en fait, par exemple, aujourd'hui, vous auriez quelque chose à dire à Frédérique Vidal, très précisément, votre ministre de tutelle. Et vous dites, effectivement, par exemple, on voudrait quoi? Nous, participer, je parlais à Yasmine et à Ryan, on veut participer, on veut, pour ne plus être fantôme, mais vous n'êtes pas les seuls, participer à des discussions, participer à des réunions, et juste... Est-ce que vous dites aujourd'hui, comme un certain nombre de gens disent, on peut très bien rouvrir en partie avec tous les gestes barrières, retrouver une certaine, je ne dirais pas une certaine présence, comme dit le présentiel, et en fait ça peut très très bien marcher, et les universités n'ont pas été des clusters de Covid-19. Qu'est-ce que vous voulez, si vous aviez Frédérique Vidal en face de vous, très rapidement, vous lui diriez quoi? Et Ryan? Qu'on est là et qu'au bout d'un moment, il faut faire un compromis avec nous et pas juste passer outre. Il y a les moyens, c'est possible. Alors pourquoi est-ce qu'en fait on n'envisage même pas la réouverture et on envisage les remontées mécaniques de ce qu'il y a avant? On comprend absolument pas en fait. C'est pas une question de contestation, c'est juste une question d'être rationnel. C'est une raison, c'est la raison. On ne comprend absolument pas. Il n'y a aucune logique. On ouvre les lycées, on n'ouvre pas les facs. Ça n'a aucun sens. Et on est complètement perdu. Ça semble être un petit illogisme comme ça, mais ça a d'énormes répercussions sur nos vies. Ouais. Et c'est la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, donc voilà. Oui. D'ailleurs, vous le dites quelque chose de très juste. Vous dites il est impossible de continuer à argumenter sur une bataille pour plus d'égalité avec des examens en présentiel. L'égalité n'est pas l'équité. Les écarts qui se sont creusés ces 5 derniers mois ne se rattrapent pas une fois devant une copie, le stylo en main. Les étudiants ne sont pas des robots programmés pour obéir à des restrictions permanentes et parfois infondées. Notre capacité d'adaptation possède des limites, malheureusement franchies depuis des semaines. Yasmine Boubakri, c'est ça aussi, vous dites, levez-nous cet illogisme, cette incohérence? En fait, oui, il y a une grande incohérence et on peut en partir à partir de ce qu'elle a dit. En fait, Frédérique Vidal, elle nous a dit, elle explique que ce n'est pas le cours dans l'amphithéâtre qui pose problème, mais l'étudiant qui prend un café à la pause, un bonbon qui traîne sur la table ou un sandwich avec les copains à la cafétéria. Sauf que là, en fait, il y a une grande incohérence. Les lycées sont restés ouverts, les cantines sont restées ouvertes, il n'y a pas eu de restrictions sanitaires claires, à ce que je sache. Donc en fait, c'est vraiment problématique. Dans ce cas-là, on ferme les cafétérias, dans ce cas-là, on trouve des solutions. Mais juste dire ça et nous remettre la faute sans essayer d'avancer, surtout qu'elle est ministre dans l'enseignement supérieur, nous, ça nous pose problème. Oui, je comprends. Et c'est ça, Nativ El Amou. C'est vrai qu'il y a ce sentiment, d'ailleurs, il n'est pas propre à l'université dans cette politique. On a ce sentiment d'incohérence. On l'a vécu, on ne va pas revenir sur les masques, on ne va pas revenir sur les tests, on ne va pas revenir sur tout cela. Mais on a l'impression que dans divers secteurs de la société, avec ce Covid-19, on a l'impression que c'est vrai d'une incohérence en marche. C'est quand même assez étonnant. Oui, tout à fait. Ça, c'est le retour de beaucoup de patients, peu importe les âges, même les enfants, les ados, les adultes, les jeunes s'en plaignent. Mais effectivement, il y a ces injonctions un peu paradoxales, comme pour l'exemple des étudiants. Rester étudiant, rester actif, mais en même temps, rester dans une forme d'infantilisation. Nous décidons à votre place, nous savons mieux pour vous, mais en même temps, soyez responsables. Donc il y a cette incohérence qui est difficile à gérer, et je trouve que c'est bien que les étudiants se réunissent, forment des groupes, osent demander la parole pour expliquer leur vécu psychique, mais dans l'ensemble de leur vie, les perturbations qu'ils vivent. Donc effectivement, les incohérences, elles sont difficiles à gérer parce qu'on n'arrive pas à se projeter non plus. Et puis il y a quelque chose il faut respecter quelque chose que je ne comprends pas. Et donc, c'est difficile d'y adhérer. Mais on pense toujours au bien collectif. Et donc, c'est ça qui prime. C'est aussi pour ça que les gens sont plutôt résignés, pas sous une forme d'acceptation. Donc, je comprends tout à fait le discours des étudiants où ils mettent beaucoup en avant les incompréhensions et ce qui n'aide pas à adhérer à des pratiques et aussi à se libérer pour être dans une forme de bien-être, pour étudier simplement le plus sereinement possible. Bien sûr, et le vrai problème, il est là, c'est attention au management par la peur, parce qu'il faut oublier que la peur, elle paralyse, que la peur, effectivement, elle immobilise, et attention aussi à tous ceux qui disent, écoutez,
restez chez vous, faites attention, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Alors c'est bien quand on a 4 ans et que les parents vous disent on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Peut-être un peu plus tard, quand on est un peu plus âgé, peut-être qu'on a des idées aussi et on a des responsabilités. En tout cas, merci beaucoup aux étudiants, entre guillemets, fantômes. Vous n'êtes pas fantômes du tout. Yasmine Boubakri et Rien Kennedy. Et merci à vous, psychologue clinicienne Aline Nativelamou. Merci beaucoup. Je rappelle que d'ailleurs que ce hashtag étudiant fantôme était en top tweet hier soir et encore ce matin. Bravo à vous et on se rappellera donc de ces questions. Pourquoi donne-t-on la priorité aux stations de ski plus qu'aux facultés? Pourquoi ouvre-t-on les lycées et pas les facultés? Les questions soulevées par ces étudiants auxquelles vous aussi vous pouvez répondre. 0826 300 300, on vous attend.